Nous allons débriefer pendant 50 minutes en compagnie de nos invités. Au cœur de l'actualité ce soir, nous nous intéressons à un sujet qui a tendance à être marronnier dans notre société. Il s'agit bien sûr de la problématique de la chicotte à l'école. Halte à la chicotte à l'école, c'est la substance du communiqué rendu public il y a quelques jours par la ministre des Enseignements secondaires. Pauline Nalova-Lyonga rappelle l'interdiction des châtiments corporels dans les établissements scolaires publics et privés. Elle rappelle par la même occasion que des sanctions seront prises à l'encontre des établissements ou des enseignants qui auront recours à ce mode de punition. La mise en garde divise bien sûr la communauté éducative. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que ce rappel à l'ordre est fait. En effet, la législation camerounaise interdit le châtiment corporel à l'école, notamment la loi du 4 avril 1998 portant orientation de l'éducation au Cameroun. Alors, le fouet a-t-il la peau dure? Peut-on faire sans le fouet dans le contexte camerounais? Et que peut-on faire pour l'éradiquer de l'environnement scolaire? Autant de questions que nous allons nous poser, que nous sommes en droit de nous poser en compagnie de nos invités, que nous allons présenter sans transition. On accueille la première, le premier invité de ce plateau. On commence par la dame. On est galant. Il s'agit bien sûr de Mireille Ndje. Ndje, elle est professeure, psychologue, clinicienne. Je ne me trompe pas sur votre titre. Tout à fait. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir invité à cette émission. Une femme psychologue, ça ne fait pas tâche dans un environnement très difficile? Ben, la question, c'est qu'est-ce qui ne fait pas tâche quand on est femme dans cet environnement très, très masculinisé. Mais bon, de plus en plus, on se maintient et on s'en sort. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Juste face à vous, deux hommes dont le premier se nomme Jean Bollard Ngong. Il est enseignant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Janice. Bonsoir à tous nos nombreux téléspectateurs à qui je souhaite déjà la bienvenue, la bonne année parce que c'est ma première sur Canal 2 depuis la nouvelle année 2023. Et bonne année à vous-même pour le pari d'une émission très regardée et qui de plus en plus attire foule. Merci, bonne année à vous aussi, enseignant de philosophie. On espère que vous n'allez pas faire trop de philosophie sur ce thème du fouet. À côté de vous, un autre enseignant, il s'appelle Samori Touré Tenkeng. Il est enseignant également, syndicaliste. Il nous vient tout droit de Chang. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame la journaliste. Je dis bonsoir à tous les surveillants généraux du Cameroun, à tous les enseignants qui ont gardé encore la chicotte. Je dis également bonsoir à tous les compatriotes qui nous suivent en ce moment et à tous ceux qui nous suivent d'ailleurs. On voit bien que votre position est tout de suite révélée. Vous saluez tous les enseignants qui sont pour la chicotte. On va commencer peut-être par se situer dans ce contexte-là. Faut-il parler, Mireille, de fouet ou de chicotte, parce qu'on sait qu'il y a bien une expression qui dit donner un coup de fouet, c'est pas du tout péjoratif et pourtant la chicotte l'est bel et bien. Faut-il utiliser l'expression fouet ou chicotte? Alors, il faut dire que dans notre contexte, c'est deux expressions qui se sont presque mélangées. Fouet, je pense que fouet est plus péjoratif que chicotte encore. Parce que le fouet, c'est vraiment une corde qu'on tissait avec soit des lianes, soit du cuir, pour intimer des ordres aux animaux, plus au cheval. Donc, quand on veut que le cheval avance, on lui donne un coup de fouet. Alors, si on parle de fouet avec nos enfants, on comprend que on pourrait être en train de les assimiler aux animaux. Et quand on dit animal, on voit tête-tête parce qu'il ne comprend pas. Alors, il faut lui donner de l'ordre avec le fouet. Alors, chicotte, c'est plus un peu dans le même style, cette même corde-là. Mais avec la chicotte, on voit plus un recadrage. C'est-à-dire qu'on donne un coup de chicotte pour que l'enfant s'exécute, pour qu'il se redresse ou alors pour qu'il fasse mieux ce qu'il a mal fait. Donc, mais aujourd'hui, on dit on va fouetter, on va donner un coup de fouet, on va donner un coup de chicotte.
c'est un peu devenu la même chose. C'est un peu devenu la même chose, mais la ministre des Enseignements secondaires ramène les uns et les autres à l'ordre. Un rappel qui sonne comme un coup près lorsqu'on sait que dans les établissements publics et privés, le fouet reste à l'ordre du jour. Alors pourquoi à chaque fois il faut revenir rappeler aux uns et aux autres que la législation interdit l'utilisation du fouet? Pourquoi le fouet a du mal à se déconnecter de l'environnement scolaire? Oui, alors il faut dire que dans notre contexte en Afrique et particulièrement au Cameroun, le fouet a existé et a été très utilisé, que ce soit à la maison ou à l'école. Alors, les habitudes ayant la peau dure, aujourd'hui, on a du mal à s'en défaire, malgré quand même le texte qui l'interdit. Et je crois que ce texte qui sort aujourd'hui n'est pas le premier. On avait déjà interdit le fouet. Maintenant, au-delà du texte, il faut dire quand même que le fouet a été utilisé à une époque où l'autorité parentale existait, était indiscutable et n'était pas discutée, où l'enseignant était sacré et où l'enfant connaissait sa place, son rôle, ses droits et ses devoirs. À ce moment, on utilisait le fouet et il marchait. Mais on est dans une société aujourd'hui où on peut questionner l'autorité des parents, où les enfants, on peut questionner leur place et leur rôle, où l'enseignant est désacralisé. Alors, il faut comprendre qu'on ne maîtrise plus rien. On ne sait plus jusqu'où peut aller l'enseignant. On ne sait plus où peut s'arrêter l'enfant. Et du coup, comme on ne va pas à chaque fois aller et contrôler dans chaque établissement, chez chaque enseignant et chez chaque enfant, on préfère, j'interprète le texte, il vaut mieux interdire le fouet pour ne pas arriver au dérapage. Parce qu'on a vu quand même des enseignants qui ont utilisé carrément la machette pour taper sur les enfants. Tout à fait. Ça, c'est des débordements. On a vu des enfants qui se sont rebellés face à leurs enseignants parce qu'ils ont été chicotés. Donc, on ne maîtrise plus parce qu'on est aussi dans une société en déséquilibre, il faut le dire. On est dans une société en déséquilibre. Et comme on n'arrive plus à mesurer l'équilibre des uns et des autres, on préfère mettre une règle qui crée une stabilité telle que on est sûr qu'on va éviter les débordements. Maintenant, ce n'est pas pour dire que la chicotte est bonne ou mauvaise, mais je pense qu'avec tout ce qu'on vit et tout ce qu'on a vu, on met une règle qui permet quand même de maintenir un certain équilibre. Voilà. Samori Touré, Tenkeng, on a été assaillis il y a quelque temps par des vidéos virales sur Internet où on voyait vraiment des enseignants jeter leur dévolu sur des élèves qui, pour avoir été en retard, étaient placés à plat ventre à même le sol. On a vu d'autres élèves dénudés à être fouettés à la machette en mode balançoire. C'est bien comme cela qu'on appelle cela. Des sévices corporels, des traitements, des châtiments corporels qui frisent quand même la torture. Est-ce que vous diriez que le fouet a encore sa place à l'école? Oui, madame. Avant de donner la place du fouet ou pas à l'école, je voudrais dire que ce thème déjà là que vous avez choisi ne méritait pas ce temps que nous avons là, 1 heure de temps. J'ai l'impression que ce n'est pas suffisant pour décortiquer ce thème. Parce que, il faut le dire, nous sommes dans un contexte où le texte du ministre, son communiqué tombe comme un cheveu dans la soupe. Comment ça? Étant donné qu'il y a d'autres urgences en ce moment. On ne peut pas être à quelques jours d'une grève préparée par les enseignants parce que rien n'a été fait pour eux depuis 1 an et on sort un communiqué comme celui-là. Vous savez, c'est de la distraction. Et cette distraction-là est bien connue parce que les professeurs d'espagnol savent bien qu'au Brésil, lorsque l'économie ne marchait pas, on créait une équipe de football supplémentaire pour distraire. Aujourd'hui encore, on peut dire que la religion, qui était déjà l'opium du peuple, s'ajoute à ce football-là. Mais maintenant, donc, il faut le dire clairement, la ministre sort ce texte dans un contexte inexplicable.
Qu'est-ce qui explique qu'elle sorte ce texte en ce moment? On ne comprend rien. Mais c'est une attitude peut-être proactive. Nous sommes quand même au 2e trimestre et on sait que c'est un trimestre difficile et éprouvant à la fois pour les élèves et les enseignants. Oui, c'est un trimestre difficile et éprouvant, mais il va être encore davantage éprouvant, comme je vous ai dit, par la grève qui arrive bientôt. Là, ne nous faisons pas des illusions à ce sujet. C'est compris, mais ce n'est pas le sujet. Oui, le sujet, donc, je voudrais dire que, en fait, je dis bien, ça ne se comprend pas. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu pour que nous puissions arriver à cette situation-là? Parce que les vidéos virales dont vous parlez là, en réalité, c'est des dérapages que l'on rencontre partout. Nous avons des bavures policières qui créent des morts toutes les années. On n'a jamais interdit l'arme aux policiers. Nous avons des accidents d'avion. Nous avons des accidents de moto et de voitures. On n'a jamais interdit les voitures et les motos. Pourquoi, quand on arrive dans le système éducatif? Parce que nous avons une situation où il y a des débordements par quelques... Vous estimez que ce n'est pas grave? Non, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Même s'il y a eu des morts d'hommes que nous regrettons d'ailleurs, parce que ce n'est pas le rôle du système éducatif de créer des morts, même s'il y a eu quelques morts, c'est des morts qu'on peut compter de mémoire d'enseignants comme moi là. Je ne peux pas compter des morts d'élèves par sévices corporels que j'ai vécu dans mon environnement. Mais il y a quand même aujourd'hui des droits de l'homme et des droits surtout des enfants qui pour la plupart sont mineurs. Vous ne pouvez pas minimiser ces châtiments corporels qui leur sont infligés. L'école est par excellence le cadre dans lequel on protège l'enfant. Oui, madame, je suis d'accord avec vous. Mais déjà, le terme châtiment n'est pas un terme éducatif. C'est un vampirisme du langage de l'enseignant par la bourgeoisie néolibérale qui voudrait imposer sa vision du monde à 99% de la population. Parce qu'en réalité, on ne peut pas avoir un système où il n'y a pas de recadrage, où il n'y a pas de contrainte. Ce n'est pas possible. Et cette contrainte commence par la famille. La famille est constituée du père, de la mère et de l'enfant. La maman, c'est la douceur. Le papa, c'est l'autorité. C'est cela. Dans la société même, nous avons la police, la gendarmerie, l'armée. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour recadrer ceux qui sortent des règles de la norme. Et donc, pourquoi dans le système éducatif, on ne peut pas savoir qu'on a également ce cliché-là qui devrait être transposé? Le surveillant général, quel est son rôle? Il est chargé de la discipline. Et la discipline, ça ne se fait pas en racontant des histoires. Mais il y a d'autres punitions aussi. Oui. Pas que la chicotte. Il y a d'autres punitions, mais nous devons savoir que ces punitions dont on parle là, ça dépend du contexte. Si vous prenez un enfant au lycée Leclerc de Yaoundé, quelle est la punition que vous pouvez lui donner là, un enfant du lycée Leclerc de Yaoundé? Je sais que dans les zones rurales, il y a des punitions qu'on peut donner en dehors de la chicotte à un enfant. Telles que fabriquer des briques, aller puiser de l'eau, laver la véranda, ainsi de suite. Oui, il peut faire ce travail-là. Et vous estimez qu'en ville, c'est plus difficile de maintenir? Oui, nous estimons qu'en ville, et d'ailleurs c'est en ville qu'on a toutes les catastrophes. Je crois que c'est à Yaoundé qu'on a fouillé les sacs des élèves d'un établissement, on a trouvé plus de 100 couteaux. C'est en ville qu'il y a tout ce problème-là. C'est à Yaoundé qu'on a assassiné Njomi Tchakounté. Ce n'est pas dans les zones rurales. Donc en réalité, le problème se pose énormément dans les villes. Et puis, c'est la transposition des systèmes qui ne sont pas les nôtres, madame. Lorsqu'on vous dit la chicotte, que l'interdiction de la chicotte, on est en train de transposer des systèmes qui ne sont pas les nôtres. Parce que notre environnement, l'école doit d'abord être un milieu accueillant. Est-ce que notre école est accueillante pour nos enfants? Elle ne l'est pas du tout. Au lieu de travailler pour améliorer le cadre où nos enfants, que nous semblons aimer, passent leur journée et tout, on laisse cela pour déshumaniser davantage l'enseignant, pour l'émasculer, en enlevant tout le pouvoir qu'il peut encore avoir pour le peu d'éducation qu'on peut encore donner à notre jeunesse. Jean Boller Ngong, c'est vrai que la loi interdit les châtiments corporels dans le système éducatif camerounais depuis les années
2000, mais à tendre le micro dans la rue, beaucoup vous diront qu'ils ont réussi, par exemple, grâce à la sévérité de tels professeurs, qu'ils ont réussi grâce aux fessées de leurs parents. Comment expliquer? Est-ce que exclure la chicotte aujourd'hui relève de la gageure? Janice, je ne vous le fais pas dire parce que vous l'avez déjà si bien dit, c'est que nous tous ici, à un moment donné, on a reçu quelques coups de chicotte de notre maître, de notre enseignant au secondaire ou au primaire. Et aujourd'hui, quand on croise cet enseignant, c'est avec beaucoup de déférence et on a même parfois le sentiment que c'est parce qu'il le faisait que nous sommes devenus ce que nous sommes. Mais au-delà de ça, je voudrais me situer à mi-chemin entre Madame Ndié et Monsieur Tenken, qui ont, ma foi, donné des positions qui sont celles que la société, qu'on peut retrouver dans la société. Oui, le fouet, il est là. Et rappelons que le fouet à l'école est une chose et la note de Madame le ministre en est une autre. Aucun enseignant, Janice, ne se lève le matin avec un désir particulier de fouetter un élève. Et Madame Ndié l'a si bien dit, le fouet n'est pas d'essence scolaire, le fouet est d'essence familiale. On a reçu notre premier coup de fouet à la maison, de papa et de maman. Alors, quand l'enseignant arrive parfois à donner quelques coups, c'est en réalité quelqu'un qui se mue en parent, très souvent. Et puis, il a l'impression que si son enfant agissait ainsi, voilà comment il pouvait agir. Lorsqu'on le dit, ce n'est pas parce qu'on peut discuter de la manière également de donner ces coups de chicotte, mais la vérité est que Madame le ministre est dans son plein droit en tant que celle qui encadre l'éducation secondaire dans le pays. Elle peut, n'est-ce pas, donner, elle a cette mission-là de donner la direction à suivre. Vous êtes enseignant, alors, vous faites souvent recours à quel type de sanctions? Il m'arrive plusieurs types de sanctions, même le fouet, dans des basses classes, c'est-à-dire de la 6e en 3e, lorsqu'il s'agit des cours DCM. Mais lorsqu'on va au second cycle, sauf c'est des cas assez, des cas très extravagants, alors pour montrer une certaine autorité, on peut asséner quelque chose juste pour dissuader les autres. Donc vous fouettez les élèves de terminale, par exemple, ils arrivent à obéir. Il m'est déjà arrivé de le faire. Oui, il m'est déjà arrivé de le faire et certains m'écoutent. Mais sans vous mentir, en le faisant, je n'aurais vraiment pas en arrivé là. C'est peut-être ce que Madame Ndié essaie d'expliquer. Elle a dit, je n'aurais pas souhaité en arriver là. La réalité au Cameroun, c'est laquelle? C'est que, je vais vous dire, ce matin, il y a des élèves de seconde et de première qui, à mon entrée, m'ont dit, monsieur, vous avez suivi le journal, il est interdit de fouetter. Je leur ai dit, mais cette loi existe depuis des années. Vous voyez que la note ministérielle est venue sanctuariser publiquement quelque chose qui dormait dans les chaumières. Et désormais, l'enseignant se trouve comme livré à une vindicte sociale qui viendra ouvrir la porte à des dérapages qui vont s'ajouter à ce que nous observons déjà. Dans la ville où je vis, je dois vous le dire, il y a eu un magistrat, dont je préfère taire le nom parce qu'il ne vit pas dans la ville, il exerce ailleurs puisqu'il n'y a pas de tribunal de grande instance à Obala, qui a fait interpeller un enseignant du primaire devant les élèves, devant tout l'établissement. Et la femme de l'enseignant est dans le même établissement. Le monsieur est parti sans autre forme de procédure, directement devant, en prison, où il a séjourné pendant 6 mois. Dans ce pays, fouetté un élève. Oui, un élève qui est rentré et s'est simplement plaint que papa, voici, et se lamenter. Dans ce Cameroun, il y a également un cas d'école où un haut gradé de l'armée est, n'est-ce pas, convoqué en tant que parent par un principal d'établissement. Il vient avec une voiture, il envoie l'un de ses sbires appeler le principal pour qu'il le rejoigne dans la voiture, pour lui dire, moi, tel, je ne peux pas venir être convoqué par vous. Donc, venez me trouver ici. Donc, en réalité, ça, c'est des clichés. Le communiqué de Madame la ministre, en réalité, vient d'une chose que les enseignants savent. Je vous dis, nos chefs d'établissement, nos surveillants généraux, sans préfet des études, nous le rappellent durant les réunions. Nous-mêmes, entre pairs, on se conseille. Lorsqu'un collègue a débordé, vous verrez des autres lui dire non, tu allais un peu loin. Mais là, à venir le porter, les élèves se téléchargent cette note de partout.
Et je suis sûr que d'autres ont déjà imprimé, des parents ont déjà imprimé, et on verra monter dans la société chacun qui pourra se prévaloir devant un enseignant, devant au quartier ou bien à l'école, dire tu as violé les textes. Et pourtant, bien entendu, l'enseignant, lorsqu'il agit, je termine peut-être par là pour cette première prise de parole, j'avais répondu à une élève de première, après avoir donné une citation d'Alain, qui dit « La violence est un crime lorsqu'elle s'exerce contre la condition humaine ». Elle m'a demandé « Monsieur, ça suppose donc que tous les enseignants sont les criminels parce qu'ils fouettent ». Je lui ai répondu « Le fouet de l'enseignant n'est pas une violence parce que la violence est un acte motivé par un esprit de déshumanisation, un esprit de dignification, si l'expression m'est permise. Lorsque l'État envoie des gens en prison, on peut politiquement l'appeler une violence légitime, mais Aristote appellera cela une justice corrective. Donc, en réalité, l'enseignant, lorsqu'il donne quelques coups, il a le sentiment de corriger et non le sentiment de faire mal. Mireille, est-ce que la décision, ou en tout cas le rappel à l'ordre de Madame le ministre est réaliste lorsqu'on observe le contexte, l'environnement scolaire actuel avec les élèves qui sont en proie aux drogues, qui sont en proie à la haute criminalité, à la grande criminalité, qui sont des délinquants notoires qui de plus en plus sont récalcitrants. On a vu également circuler sur le net il y a quelques jours le sous-préfet de Melon qui a fait une razzia dans un établissement scolaire de la place où de nombreux élèves avaient à la fois des téléphones et des armes blanches. Est-ce que enlever le fouet comme sanction ne va pas légaliser ou légitimer la montée en puissance de ces dérives-là? Oui, alors je ne sais pas pourquoi on se focalise sur le fouet. Hein. La preuve, l'expérience, moi j'accompagne les adolescents tous les jours de ma vie. Oui. Alors, l'expérience montre que beaucoup de ces adolescents qui se droguent, qui sont délinquants, sont des enfants qui ont été sérieusement fouettés, que ce soit à la maison ou à l'école. Alors on pourrait donc se demander si le fouet est la solution. Parce que ne faisons pas comme s'il y aura une montée de délinquance ou de violence chez les enfants parce qu'il n'y aura plus le fouet. Non, le problème est ailleurs. Il n'y a pas de corrélation entre le fait de fouetter l'enfant et le fait qu'il devienne ou pas un délinquant. Oui, on peut fouetter un enfant et il devient délinquant. Hein. Et le fouet peut pousser à la délinquance. Il faut faire attention. Parce que plus on le fouette, s'il considère, et j'ai bien aimé la nuance que l'enseignant a fait tout à l'heure, si l'enfant considère le fouet comme de la violence, il va donc devenir violent, lui. Maintenant, c'est pour ça que le tout n'est pas de fouetter. Parce que quand on punit un enfant, s'il n'a pas pris conscience de l'objet de la punition, elle ne lui sert à rien. Au contraire, elle va l'amener à cette délinquance qu'on veut éviter là. Donc, je ne sais pas si c'est de fouetter ou de ne pas fouetter qui est le problème. Le problème est ailleurs. Le problème est qu'on est dans une société où on ne sait plus qui est qui. J'aime bien un collègue aîné, le professeur Leca, qui dit qu'aujourd'hui, avant on disait père inconnu, aujourd'hui on a des enfants inconnus. Parce qu'on ne sait plus quel enfant on a. Alors en fouettant, on les enfonce plus. Je ne sais pas si la... Parce que est-ce que les fouetter, c'est leur enseigner le langage de la violence au final? Beaucoup plus aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même une époque, et cette époque où le fouet marchait, l'enseignant qui était craint, parce que l'enseignant était sacré. Moi, je sais, jusqu'aujourd'hui, quand on voit notre enseignant de l'école primaire, on sursaute, on s'effraie un peu. Mais ce n'était pas tellement le fouet qu'il utilisait, mais c'était son attitude. Il faut faire attention. Il y avait une attitude de l'enseignant quand d'abord, il était ponctuel, il était habillé, on sentait l'enseignant. Et quand il arrivait, il créait la distance, il était strict sur le règlement, il était sérieux sur le travail qu'il faisait. Mais aujourd'hui, l'enseignant, et il a dit, l'enseignant qui est en train de revendiquer, l'enseignant qui est le parent qui a les enfants affamés, l'enseignant qui lui-même n'arrive plus à tenir ses propres enfants, vous pensez qu'à l'école, il a quelle attitude?
Alors l'enfant qui a bafoué son parent à la maison et qui pense que l'enseignant est un clochard, vous pensez que cet enfant, même si vous le fouettez, il va vous respecter? Donc, je pense que le point central n'est pas la chicotte. Sauf que l'expérience est en train de nous montrer que personne ne maîtrise plus la chicotte. L'enseignant, beaucoup d'enseignants aujourd'hui ont plus tendance à s'acharner sur les élèves qu'à les corriger. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre l'esprit dans lequel Madame le ministre écrit son texte. Et vous qui êtes à l'écoute, généralement, des jeunes, quel effet est-ce que la chicotte a sur leur psychique? Est-ce que ça a le rôle de catharsis qui est souvent recherché? Oui, alors si la chicotte était pour que l'enfant se recadre, c'est-à-dire qu'il ait la bonne attitude, qu'il fasse ce qui est bien et qu'il sente qu'il a commis quelque chose, un acte mauvais, et qu'il sente qu'on est en train de le corriger. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement ça. Parce que la question, c'est quelle est l'image que l'enfant a de son enseignant aujourd'hui? C'est ça la grande question. Donc, le fouet que l'enseignant a, l'enfant se dit, mais ce gars, comme il se plaint de salaire et de je ne sais pas quoi, il le déverse sur moi. Et ça a un impact négatif sur l'enfant qui se rebelle. Et tout de suite, on voit qu'il a tendance à commettre la même violence, parfois très rapidement sur le même enseignant, ou bien qui va développer des schèmes de violence, que nous avons d'ailleurs tous naturellement, et qui va commettre aussi cette violence. Alors, est-ce que l'enseignant a la bonne attitude qui montre que si j'utilise le fouet, c'est simplement pour corriger l'acte que tu as posé? Non, ça signifie que l'enfant ne s'arrête pas au fouet qu'il reçoit, mais il questionne tout l'enseignant qu'il a devant lui. Et c'est comme son parent qui n'est plus un modèle et donc l'enfant ne le craint plus. Et quand le parent le punit, donc, il ne voit plus l'autorité qui vient recadrer la situation, mais il voit ce parent qui ne joue plus son rôle et vient profiter d'une situation pour asseoir une autorité qui n'existe plus en fait. Donc le tout n'est pas de rester focalisé sur la chicotte, mais c'est de questionner tout le système qui entoure l'éducation de l'enfant. Alors, Vraiment. il faut repenser dans peut-être le système de sanctions à l'endroit des enfants. Et Madame le ministre des enseignements secondaires invite à utiliser des modes de sanctions acceptables et appropriés. Ce sont les termes qui sont utilisés dans ce communiqué rendu public le 16 janvier, il y a 2 jours. Delphine Fonkou-Téné et Raoul Ngoufo se sont plongés dans l'environnement scolaire pour voir quelles alternatives ont les enseignants ou encore les parents pour pouvoir corriger les élèves. On regarde cet élément. Élève à genoux ou converti en technicien de surface. Un mode de punition à l'école qui enchante certains parents. Travail, même si elle va laver les classes jusqu'à même une semaine. Dans la classe d'à côté, par contre, on valide plutôt le fouet. Il faut que l'enfant sache qu'il a tort. Quand on parle, l'enfant ne comprend pas, il faut aussi mettre la chicotte. Dans ce collège de la capitale, le chapitre consacré aux sanctions pédagogiques est au programme. Déjà, on ne sait même pas s'ils sont en bonne santé. Ils peuvent arriver le matin, on ne sait même pas s'ils ont mangé. Alors, frapper sur un enfant, ça peut être préjudiciable. On peut vous assigner peut-être à nettoyer votre salle de classe, laver les toilettes ou balayer toute la cour seule à la sortie. Face à la montée en puissance des violences juvéniles, le sociologue a son point de vue. Mon point de vue, on peut donner des exercices qu'on n'aura pas donné à d'autres. On peut même encore jouer avec leurs notes en disant qu'on peut vous apporter un malus, c'est-à-dire un point en moins, parce que vous avez été en désordre. Je peux vous dire que les enfants qui sont engagés dans une éducation sereine, quand vous leur retirez un point, ça leur fait extrêmement mal, beaucoup plus mal encore qu'un coup de fouet. Le ministre des Enseignements secondaires, à travers un communiqué de presse publié récemment, rappelle l'interdiction des châtiments corporels dans les établissements scolaires. Pauline Nalova-Lyonga met également en garde les écoles qui pratiquent ce mode de punition. Des images de ce genre exclues en milieu scolaire.
Delphine Fonkou, Téné, Raoul Ngoufo signe cet élément pour le compte de Canal 2 International. Réaction à chaud de nos invités. Je vous passe la parole, Saméry Touré Tenkeng. Les images de fin, notamment de ce reportage. Réaction. Oui, l'image de fin nous laisse un enseignant en train de corriger des élèves qui sont certainement venus en retard. Et c'est correctif. Je dis bien que nous devons faire la différence entre la punition, la correction et ce que nous entendons régulièrement par châtiment. Chaque fois qu'un enseignant, utilisant le fouet, va le faire en bon père de famille, je crois qu'il est en train de rendre un service à la société. Et je dis bien bon père de famille. Et ces images-là, vous estimez que c'est juste correctif? Il a fouetté en bon père de famille. Selon vous, quel est le seuil de tolérance? C'est combien de coups? Bon, pour être simple, 5 coups, c'est bon. 5, c'est suffisant. Parce qu'en réalité, il s'agit de montrer juste à l'enfant qu'il a commis une faute. Il s'agit de lui montrer qu'il a commis une faute et qu'il doit se corriger. Il ne s'agit pas de vouloir faire nécessairement du mal à l'enfant. Non. Lorsqu'on traverse déjà ce seuil-là, nous ne sommes plus dans le seuil de la correction, on est dans le seuil de la violence et du châtiment. Et nous disons donc qu'à ce niveau-là, ce n'est pas acceptable pour le système éducatif. Le système éducatif doit être essentiellement correctif. Et je dis bien, l'enseignant qui fait savoir à l'élève qu'il a commis une faute, et l'élève reconnaît sa faute, lorsque vous lui administrez une correction, elle est éducative. Et donc, ces images-là, il faut le dire très clairement, c'est pas très mauvais. Il est vrai qu'on voit des enfants couchés, on dit souvent des punitions humiliantes et tout ça, dégradantes. Voilà des expressions qui sont dans le texte de la loi d'orientation de 98. Mais il faut dire que, madame, en réalité, ces expressions-là sont des expressions venant de l'oligarchie régnante et dominante dans notre pays. Parce que la bourgeoisie dominante essaye de se projeter sur leurs enfants. Ils se projettent sur leurs enfants. Et ils se projettent sur l'image de l'enseignant qu'ils ont déshumanisé pour dire « mais ce n'est pas l'enseignant-là qui doit faire ceci à mon enfant. » Moi qui suis telle chose. Que ces images, ce n'est pas de la violence. Est-ce que ce n'est pas un peu vous mettre des œillères? On a quand même des enfants qui sont couchés à même le sol, la poussière, la boue. On a une façon, même la vélocité avec laquelle ils sont copieusement fouettés. C'est quand même être de mauvaise foi, monsieur. Non, je ne suis pas de mauvaise foi. Dites-vous déjà que c'est un tuyau de gaz. Il est long, hein. Il est long. Justement, il est long et il est souple. Et il est souple. Cette remarque. Oui, je sais bien. Il est long et il est souple. Ouais. Ce qui fait qu'en réalité, ce n'est pas pour faire ça ne peut pas faire du mal à l'enfant. Ah bon? Jean Boller-Ngong, finalement, ce reportage nous montre qu'il y a du choix. Il n'y a pas que la chicotte pour pouvoir punir un enfant ou le corriger, le ramener à l'ordre. Comment est-ce qu'on pourrait faire la gradation? Quelle faute pour quelle punition? En réalité, Janice, je dois le dire de façon péremptoire, il n'y a pas une faute qui vaille des coups de fouet. Ça, je suis d'accord là-dessus. Et peut-être que je vais me redire en disant qu'aucun enseignant, à mon sens, d'une psychologie normale, ne souhaite fouetter un enfant. Et Madame Dieu l'a dit tout à l'heure, le problème, il est global. Et il interpelle la société tout entière dans la gradation. Qu'est-ce que la société camerounaise et qu'est devenu l'enseignant au Cameroun? L'enseignant au Cameroun, c'est le dernier rempart face à des enfants dont les parents ont démissionné parfois de leur vocation. Alors l'enseignant est celui-là qui vient amortir toutes les frustrations sociales dans une salle de classe de 7h30 à 15h30. Et dans tout cela, il y a là de quoi alimenter chez lui un stress qui parfois peut alimenter de tels débordements. Alors, M. Tenkeng a parlé de l'Occident. En Occident, parce que c'est peut-être des gens que nous copions mal, parce que chez eux, autant ils sortent des lois, autant ils ont des mesures contrepoids. Moi, j'ai regardé dans un film américain où des élèves ont menacé un enseignant avec une arme et un agent de la mairie est arrivé à l'établissement et ils ont été
condamnés à une semaine de travaux d'intérêt commun dans la ville. Et sous surveillance des policiers. On les regarde nettoyer la ville et après on pointe leur journée. Mais est-ce que ça peut se faire au Cameroun? Parce que parfois le fouet au Cameroun, dans le milieu scolaire, est parfois le seul recours qui reste parfois à l'enseignant ou même le moindre mal. Parce qu'il y a des fautes parfois qui, n'est-ce pas, qui devraient voilà, une explosion définitive ou comme temporaire. Quoi, par exemple? L'insolence notoire, c'est-à-dire, il y a, Janice, nos établissements sont des hauts lieux d'insolence aujourd'hui. C'est-à-dire, on n'a qu'à voir, même à la maison, les parents, il y a des parents même qui viennent à l'établissement contre ça, il y a l'exclusion, il y a les travaux d'intérêt général, il y a le TM qu'on nous faisait. Malheureusement. Est-ce que l'enseignant, en faisant recours au fouet ou à la violence, ne retourne pas sa frustration, justement? Est-ce que malheureusement, Janice, commande... Janice, je vais vous surprendre en vous disant que les élèves aujourd'hui aiment déjà des punitions du genre aller faire des corvées. Parce qu'ils ne supportent plus la classe. C'est-à-dire, il veut aller dehors. Et il sait que là-bas, on pourra lui donner une machette, lui montrer une portion, et parfois, il perd le temps jusqu'à ce que l'heure de retour arrive. C'est-à-dire, il ne supporte plus la salle de classe. Si vous les mettez dehors, vous les envoyez à la surveillance de manière régulière, vous verrez qu'ils vont répéter les mêmes bévues, croyant que, pour eux, j'ai entendu le professeur Claude Abbé parler tout à l'heure des points. Les points ne disent plus foutrement rien aux élèves. Aujourd'hui, l'élève qui a la sous-moyenne, ses camarades applaudissent. Ses camarades applaudissent. À notre époque, on échouait, on pleurait. Et il a l'impression qu'il est même plus populaire dans la salle et celui qui a de bonnes notes est en minorité. Il est même parfois considéré comme un traître. Donc, on est dans une société où les schémas mentaux ont complètement changé. Donc, en réalité, il est question que la société ensemble, où les autorités scolaires, l'enseignant, les parents, la communauté éducative, les médias, nous soyons dans une mission pédagogique de sensibilisation pour que chacun, parce qu'effectivement, l'enseignant est face à une société qui a démissionné et alors là, il doit gérer tout cela presque seul. Mireille, le tableau que Jean Boller-Ngom peint est tristement réaliste, à savoir que les élèves sont en perte de repères. Finalement, est-ce qu'on peut faire une classification des fautes et des punitions appropriées, humanisant, des punitions saines qu'on pourrait leur infliger? Oui, alors le tableau de l'enseignant n'est pas seulement réaliste, il est tellement réel. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un environnement que personne ne maîtrise plus, je le disais au début de cette émission. Alors, l'enseignant se retrouve avec, je ne sais pas, 60 élèves en classe. C'est 60 personnalités différentes. C'est 60 comportements différents. Et lui, il est le seul enseignant. Alors, vous imaginez qu'il doit gérer tous ces enfants. Parce que normalement, pour bien punir un enfant, il faut le connaître. C'est-à-dire que aller vers ce qu'il n'aime pas. Alors, cet enfant ne supporte pas ceci, on va l'amener vers là pour le punir. Mais il faut donc que l'enseignant connaisse les 60, qu'à chaque fois il juge. Vous imaginez qu'il a peut-être 2 heures de cours, ça peut être difficile. C'est pour ça que j'ai bien aimé qu'il ait dit la punition de l'enfant doit être systémique. Parce que les parents, vous allez voir, moi j'ai vu des reportages où les parents disaient non, il faut maintenir le fouet. Ce n'est pas parce qu'ils pensent qu'il faut corriger. Non, mais c'est parce que, comme ça les a dépassés à la maison, ils se disent l'enseignant va gérer là-bas et nous, on aura les bons fruits. C'est pour ça que les parents vont encourager le fouet. Non, mais ce n'est pas la solution, le fouet. Il faut commencer à punir les enfants à la maison. Mais punir l'enfant commence par lui enseigner ce qui est bien et ce qui est à faire. Lui montrer ce qui est mal en lui disant il ne faut pas le faire. Et ça, dès la base. Ça, c'est à la maison que ça commence. Si l'enfant est bien éduqué à la maison, l'enseignant a moins de travail et il peut donc mieux gérer sa classe. Il peut éviter le fouet et donner des punitions qui vont avoir de l'effet sur l'enfant. Mais quand un enfant arrive à l'école étant gâté, je préfère le dire brutalement comme ça, quand il arrive à l'école étant gâté, l'enseignant ne peut rien. Ce qui va se passer, c'est que l'enfant va affronter l'enseignant. L'enseignant va s'énerver beaucoup plus et il y aura de la violence. Parce qu'il faut dire, ces enfants, là on est dans l'enseignement secondaire, c'est tous presque des adolescents ou alors des préadolescents.
c'est la période où on est en quête identitaire, c'est-à-dire qu'on veut savoir qui on est. On est en quête d'autonomie, en quête d'indépendance. C'est la période où on supporte le moins les humiliations quand on est adolescent. Et donc, de fouetter un adolescent, on l'humilie, et quand on l'humilie, il peut réagir. Il peut réagir violemment. Vous voyez donc que l'enseignant est seul face à 60 individus différents qui ont ces problèmes-là. Il est un peu dos au mur, et on peut comprendre que l'enseignant déborde. Il craque, en fait. L'enseignant craque, parce que ce qu'on a vu là, c'est un enseignant qui a craqué. Exact. Et on ne peut donc pas aller contrôler tous les enseignants parce qu'ils sont tous prêts à craquer. Alors, on préfère interdire le fouet. Et maintenant, on peut donc questionner la portée des mesures palliatives qui sont proposées, de ces sanctions saines. Est-ce que, en termes d'effet, ça aura... Oui, les sanctions saines peuvent avoir de l'effet. Les sanctions saines peuvent avoir de l'effet quand l'enfant, j'ai envie de dire, est encore un enfant. On a très peu d'enfants qui sont enfants aujourd'hui. Quand je dis enfant, c'est-à-dire qu'un enfant, c'est celui qui sait qu'il a des droits, mais surtout qu'il a des devoirs. C'est celui qui sait que l'école est un milieu sacré, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est celui qui a appris le respect. C'est à ce moment que les punitions saines ont de l'effet. Mais il disait tout à l'heure, vous enlevez les points, ils applaudissent d'ailleurs. Vous envoyez aux travaux d'intérêt commun. Ils sont contents parce que ça leur épargne le cours de philosophie. Vous voyez? Donc, ça signifie que il faut que les parents, il faut que la communauté tout entière comprenne que l'école n'est pas un refuge pour les enfants délinquants. Il faut qu'on comprenne qu'il n'appartient pas à l'école d'éduquer les enfants. Ce n'est pas à l'école d'éduquer. L'école accompagne l'éducation, mais ce n'est pas l'école qui éduque. Parce que l'éducation d'un enfant commence dès la conception de cet enfant. Et on ne conçoit pas les enfants à l'école. On ne conçoit pas les enfants à l'école. La socialisation de l'enfant se fait à la maison. Et ça, c'est entre 1 et 3 ans, entre 0 et 3 ans. On ne socialise pas l'enfant à l'école. L'enfant qui arrive à l'école a déjà sa personnalité. L'enfant qui arrive à l'école a déjà un comportement acquis. L'école accompagne, l'école peut recadrer, mais l'école ne crée pas de personnalité, il faut le savoir. Mais maintenant, il y a des punitions, il y a des punitions. Le dialogue, le simple dialogue est une punition. C'est-à-dire que d'appeler un enfant, de lui demander ce qu'il a fait, déjà qu'il le dise, ça permet qu'il prenne conscience de ce qu'il a dit, de lui montrer la gravité de ce qu'il a fait, de lui montrer les conséquences de l'acte qu'il a posé sur lui-même, sur les camarades, sur l'enseignant, sur les parents, sur la communauté, sur le pays. Si c'est un enfant qui peut encore comprendre, ça va le marquer et je vous assure, il peut se rétracter. Comment donc est-ce qu'un enseignant peut gérer les cas d'enfants déjà délinquants ou en tout cas qui sont sur la pente très glissante de la délinquance? Oui, alors dans les établissements, il y a tout un ensemble, il y a des surveillants. Il faut qu'on puisse... Déjà, c'est un travail qui est gros, mais je pense que pour qu'on y arrive, il faut le faire. Je pense que dès le début à l'école, il faut pouvoir repérer les enfants à besoins spécifiques. Il y en a dans nos établissements. Il faut pouvoir les repérer et donc mettre des mesures pour leur encadrement. Parce que quand vous avez dans une classe de 3e, un enfant qui a 21 ans, sa première frustration, c'est qu'il est le plus vieux de la classe, parmi les plus jeunes. Chaque fois qu'on va le regarder, il va penser qu'on se moque de lui. Chaque fois que l'enseignant va réprimander, il va penser que c'est parce que... Vous voyez que c'est un enfant qui a des besoins spécifiques. Il faut tenir compte de cela. Et donc, il faut pouvoir repérer dans les classes ces enfants qui sont malades. Il y a dans les classes des enfants malades. Il y en a qui ne mangent même pas avant d'aller à l'école. Il y en a qui sont déjà délinquants parce qu'ils se droguent, ils fument. Si on a pu repérer ces enfants, on peut mettre un encadrement plus approprié. Mais c'est vrai que c'est trop demandé à l'école. Oui. Mais si on ne le fait pas, on a toutes les dérives qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que l'enseignant gronde, l'enfant gronde plus fort. L'enseignant tape, l'enfant donne le coup de poing. Il y en a qui sont allés jusqu'au poignard. Donc, il faut pouvoir faire ces repérages. Mais le plus important vraiment à dire, c'est qu'il faut que les parents aident.
il faut que les parents aident. Et pour que les parents aident, c'est de mettre en place une bonne éducation de base. Samori Touré, est-ce qu'on ne peut pas également questionner le système de formation des enseignants? Est-ce que depuis l'école de formation, les enseignants sont formés à adopter des punitions saines, à gérer les cas de conflit avec les élèves? Est-ce que les surveillants généraux ont la bonne méthode pour pouvoir parer à ces éventualités? Oui, madame, c'est une très très belle question parce que cela permet de questionner notre système éducatif en soi. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous avons à peu près 60% des enseignants qui ne sont pas passés dans les écoles de formation, dans les écoles normales. Et c'est là tout le problème. En réalité, pour ceux qui sont passés par les écoles normales, on a tout un ensemble de cours qui permettent à l'enseignant de pouvoir apporter la juste mesure à l'ensemble des sanctions qu'il doit donner à un enfant. Lesquelles, par exemple? Les sanctions, il y en a. Les cours en question. Les cours qui permettent à l'enseignant. Il y a les cours de psychopédagogie, oui, les cours de psychologie que l'on fait pour qu'on puisse comprendre la psychologie de l'enfant et savoir que l'enfant, à tel âge, selon son âge, on doit s'attendre à tel ou tel comportement de lui. Et donc, voilà aussi la manière avec laquelle on doit gérer ce comportement-là. Oui, donc ce qui fait qu'en réalité, aujourd'hui, le surveillant général, c'est quelqu'un qui est sorti d'une école normale d'office. Et donc, il a nécessairement toutes les armes pour parer à tout cela. Mais ce qu'il faut dire en réalité, comme le disait la dame, Madame Djé tantôt, c'est que dans notre système éducatif, vous voyez, nous avons un certain nombre de problèmes qui viennent s'accumuler et qui font que finalement le surveillant général est débordé. Nous avons déjà les effectifs. Vous avez des classes de 120 élèves, des établissements scolaires de 4000 élèves. Mon Dieu, mais c'est extraordinaire. Ce sont des fournaises humaines. Et ça fait donc que lorsque vous vous retrouvez là-dedans, vous ne pouvez pas appliquer exactement ce que les droits de l'homme prévoient en réalité pour dire que vraiment on ne doit pas, on ne peut pas faire cela. Parce que fouetter n'est pas une affaire africaine, elle est mondiale. Quand je faisais mes recherches, j'ai constaté qu'en Grande-Bretagne, la chicotte est revenue à l'école en 1998 et qu'au Japon, à l'instant où je vous parle, il y a la chicotte. Il y a la chicotte. Ce qui veut dire en réalité que, comme le disaient mes collègues, la chicotte, c'est quelque chose qui doit être là simplement pour permettre à l'enseignant de se débarrasser d'un certain nombre de délinquants qui, en réalité, autrement que cela, ne seraient pas disciplinés. C'est bien cela. Parce que l'objectif d'un enseignant, sorti chez lui, ce n'est pas de fouetter un enfant. Ce n'est pas de punir un enfant, mais c'est d'éduquer, apporter de l'éducation, une éducation de qualité à l'enfant. Et donc, comprenons-nous bien, il y a plein de choses qu'il faut faire pour aboutir à une situation où l'enseignant pourrait ne pas être vraiment amené à utiliser la chicotte. Le modèle français que l'on aime singer beaucoup ici en Afrique, en France, il n'y a pas une législation véritablement arrêtée sur le problème de la chicotte et autres, hein, il faut bien le savoir. Et que le contexte africain se prédispose un peu à cela parce qu'en Europe, un papa qui dit à l'enfant « tu ne vas pas aller en vacances cette année », l'enfant va passer toute l'année étant malade. Mais viens dire à un Africain, un Africain qui ne va pas aller en vacances, qu'est-ce que ça va bien lui dire? Ça ne lui dira rien du tout. Tu vas lui dire qu'il ne va pas manger. Il ira chez le voisin manger copieusement, ici en Afrique. Mais en Europe, là-bas, si tu refuses seulement la nourriture, tu as puni l'enfant. Et c'est largement suffisant. Or, quand nous calquons ces modèles-là pour venir chez nous dans un contexte où tout est à refaire,
vraiment, il y a problème. Il y a problème. Jean Boller-Ngom, votre collègue relevait tout à l'heure les effectifs pléthoriques dans les salles de classe. D'aucuns enseignants citent le fouet comme étant une sanction rapide expéditive et efficace. Justement, vous montez les mots de la bouche. Est-ce que ce n'est pas faire preuve de paresse ou alors de fuir devant ses responsabilités, ça? Oui, Janice, la surpopulation scolaire est une réalité parce que dans les classes au Cameroun, notamment dans beaucoup d'établissements publics, sinon tous, les effectifs sont au-delà des normes prévues par l'UNESCO. Donc, mais il faut également remarquer que l'enseignant, à la fin, très souvent, doit faire jouer une vocation. Parce que, mine de rien, le métier d'enseignant, c'est comme disait François Mitterrand, de regretter mémoire, disait être enseignant, ce n'est pas un choix de carrière, c'est un choix de vie. C'est-à-dire, lorsque vous vous lancez dans l'enseignement, il y a des choses que vous devez déjà intégrer, qu'elles arriveront et elles ne vous seront pas values, soit pas comme un avantage ou vous seront retribuées. Mais si pour utiliser un mot un peu religieux, je parlerai de sacerdoce. Il y a un côté sacerdoce dans l'enseignement, il y a un côté parent. Donc, la surpopulation scolaire est une réalité, mais je pense que nous avons assez d'outils pour venir à bout. Et surtout, si la société, les parents, je voulais rapidement ajouter quelque chose à ce qu'a dit Madame Di, si vous convoquez une réunion de parents d'élèves, vous allez compter au bout des doigts les parents qui sont là. Autre différence avec la société occidentale. Moi, j'avais été choqué. Barack Obama, en 2008, quand il accède au pouvoir aux États-Unis, dans une interview, il dit que la veille, il était à la réunion des parents d'élèves dans le lycée de sa fille. Vous voyez, quelqu'un d'aussi populaire qu'Obama, qui deviendra président de la République demain, vient à une réunion de parents d'élèves. Il faut que les parents intègrent cela. Lorsqu'il y a une réunion de parents d'élèves chez nous, soit le parent n'est pas là, soit il se fait représenter par quelqu'un qui n'a aucune influence sur l'enfant. C'est-à-dire le grand frère, le voisin, le chauffeur. Et ça fait que, finalement, l'objectif que l'établissement a voulu atteindre devient un coup d'épée dans l'eau. Or, il faut que les parents comprennent que les enfants sont leur première richesse. À chaque fois que l'établissement veut collaborer avec eux, en Occident, un parent peut demander une permission d'absence au travail parce qu'il va assister à une réunion de parents d'élèves. Ce n'est pas le cas chez nous. Donc, c'est un travail d'ensemble. C'est un travail d'ensemble dans lequel l'enseignant est même au bout de la chaîne en réalité. Malheureusement, on a l'impression que l'enseignant devient un peu comme ce joueur-là, qui est censé être en attaque, mais revient en défense, défend les ballons, les prendre et les amener à l'attaque. On termine cette émission avec le mot de l'experte, de la psychologue de ce plateau. Que faire finalement pour que la communauté éducative puisse respecter enfin cette instruction pour que la décision d'interdire le fouet à l'école ne soit finalement pas une tempête dans un verre d'eau? Oui, alors, premièrement, il y a un texte qui dit on ne tape plus à l'école, il faut arrêter de taper. Tout simplement, il faut arrêter. C'est vrai que les habitudes ont la peau dure. On a pris cette habitude. Les enseignants, c'est un moyen rapide de résoudre leurs problèmes parce qu'ils vont se plaindre, il y a des effectifs. Mais on a dit d'arrêter, il faut arrêter. Mais il faut arrêter et réfléchir maintenant. Parce qu'on ne va pas arrêter de punir les enfants. Il faut continuer de les punir. D'ailleurs, si vous ne les punissez pas, ils vont se poser des questions. Mais maintenant, il faut réfléchir aux nouvelles méthodes de punition. Parce qu'on a vu que si les travaux d'intérêt général ne marchent plus, si les notes ne marchent plus, si les privations ne marchent plus, parce qu'il y a les compensations, si ça ne marche plus, peut-être qu'aujourd'hui, il faut s'asseoir et se demander, avec les enfants que nous avons aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais on va punir, il faut vraiment que le travail se fasse à la base. Il faut que les parents interviennent à la base. Comme ça, il y aura moins de travail à l'école et il y aura plus de temps
à les instruire. Parce que l'enseignant aujourd'hui va passer plus de temps à résoudre les problèmes qui auraient dû être résolus à la maison et il aura moins de temps pour instruire l'enfant. Alors si l'enfant vient avec de bonnes bases, l'enseignant a plus de latitude de bien les instruire et on voit que le niveau scolaire va s'améliorer aussi. Parce qu'on se plaint du niveau scolaire qui baisse, mais l'enseignant, il passe le temps à punir, à résoudre les problèmes que d'instruire les enfants. Donc, à la base, si les parents mettent une bonne éducation, je pense que les punitions aussi vont s'alléger à l'école. Le fouet interdit, il faut arrêter le fouet. Il faut arrêter le fouet. On sort de cette édition du débrief de l'actu avec un petit rappel, à savoir qu'il y a des sanctions qui sont prévues pour les enseignants qui seront des contrevenants à cette mesure. Ils peuvent être déchus de leurs fonctions et passer de 6 jours à 10 ans de prison s'ils sont jugés coupables de sévices graves sur un élève. En tout cas, c'est une mesure qui fait un peu sourire les enseignants sur ce plateau. Merci à tous d'être venus et d'avoir participé à ce débat. Mireille Ndié, Jean Boler-Ngong et Samouri Touré Tenken. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis à travers vos petits écrans, mais également sur nos plateformes digitales. Canal 2 International, les programmes se poursuivent avec dans une dizaine de minutes le grand journal, une présentation d'Alain Ghislain Kanga. Restez en compagnie de nos programmes. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain s'il plaît à Dieu. Demain, la somptueuse Lille Piedjou sera votre hôte dans le cadre de cette émission. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Bonsoir.